Nous allons essayer de voir comment reconnaître la désinformation, quelle est la pertinence de la gestion de la désinformation, comment gérer ces écosystèmes, quelles sont les stratégies à mettre en place, quels sont les outils qu'utilisent les spécialistes du domaine. Nous vous parlerons également de stratégies qui ont fonctionné et nous vous présenterons également des outils que vous pouvez utiliser pour vous aider. Passons à la première session sur la reconnaissance, sur le fait de reconnaître la désinformation. La première chose à savoir, et la première chose que je voudrais dont vous vous souveniez, est que la désinformation est un phénomène naturel. Ce n'est pas quelque chose de diabolique, ce n'est pas quelque chose de toxique, et qu'on peut totalement éradiquer. La désinformation existe depuis que les êtres humains communiquent entre eux. Je suis sûre que vous avez tous joué au téléphone arabe quand vous étiez petit. Donc, quand on partage une information à chaque fois à une seule personne et qui doit la transmettre à une autre personne sans que les autres entendent. C'est un petit peu la même chose avec la désinformation. C'est un peu un jeu de téléphone arabe. Quand les personnes partagent des informations, ils ne savent pas forcément qu'ils partagent de la désinformation. Il se peut qu'ils croient tout à fait que l'information qu'ils partagent est vraie ou correcte. Il faut donc se rendre compte que la désinformation est naturelle et cela a un impact sur la manière dont nous gérons cette désinformation. Donc, plutôt que de parler d'éradication de la désinformation, on parle de gestion de la désinformation, parce qu'on se rend compte que c'est un travail très important, mais qu'on ne peut pas totalement éradiquer ce phénomène. Alors, on entend beaucoup la question d'où vient la désinformation. Et il y a un fait très simple, que dès qu'il y a un vide, dès qu'il y a un manque d'information, il y a de la désinformation. Si en tant que professionnels de la communication, nous faisions bien notre travail à 100% du temps, dès qu'une communauté a exprimé un besoin d'information, nous pourrions leur fournir cette information immédiatement de manière compréhensible pour tous. Et dans ce cas, il n'y aurait pas de désinformation. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Nous avons nos propres limites. Nous n'avons pas toujours les ressources de joindre toutes les personnes sur la Terre. Et parfois, nous n'avons même pas tous les faits à notre disposition. Et parfois, nous ne savons pas que la communauté a besoin d'avoir une information. Donc, il y a des manques d'informations et parfois cela mène à de la désinformation. Quand la communauté a les bonnes informations, ils n'ont pas besoin de chercher d'autres informations. Mais quand il y a des vides, quand il y a un manque d'informations, quand il y a des questions auxquelles ils ne trouvent pas de réponse, ils se parlent entre eux, ils cherchent des informations et parfois ils trouvent la bonne information, mais il se peut que parfois ils tombent sur des mauvaises informations. Et quand cette mauvaise information est partagée et diffusée, alors ça devient de la désinformation.
Donc, la désinformation montre qu'une communauté a besoin d'avoir des informations. Mais il y a différents types d'informations et de désinformation, et nous devons adapter notre réponse. Le premier, c'est l'information. Ce sont des faits. Idéalement, nous préférions toujours partager et diffuser des facts, des faits, des données qui sont avérées. Ça, c'est la première partie de l'écosystème de l'information. Le deuxième, c'est la misinformation en anglais, qui est également de la désinformation, mais qui sont des messages erronés qui sont non intentionnels. Ce sont des mauvaises informations qui sont diffusées entre les différentes communautés sans que les personnes qui la diffusent ne soient au courant que cette information est erronée. Ces individus pensent qu'ils partagent des informations correctes et ils essaient de protéger les personnes qui les entourent. Et même si parfois cela ne semble pas forcément être le cas. Puis nous avons en anglais disinformation, donc la vraie désinformation. C'est quand il y a une motivation, une raison qui pousse certaines personnes à partager des désinformations, de mauvaises informations. Cela est fait de manière intentionnelle. Ça peut être pour des raisons sociales, des personnes créent des rumeurs, produisent des informations, parce que ça peut leur donner, par exemple, plus de followers en ligne. Cela leur donne un public plus important, une plus grande visibilité, un plus grand contrôle dans leur communauté. Et la désinformation entre la mésinformation et la désinformation, c'est l'intention. Et la dernière chose, ce sont les rumeurs. Les rumeurs sont des informations qui sont non fondées et qui sont répétées et diffusées. Vous entendez quelque chose, vous ne savez pas si c'est vrai. Vous dites à quelqu'un que vous avez entendu parler de ça, puis il le repartage avec quelqu'un d'autre, etc. Il n'y a pas forcément une intention derrière une rumeur. C'est simplement des personnes qui partagent des informations qui parfois sont erronées. Malheureusement, les rumeurs, par exemple sur les vaccins, peuvent être néfastes. S'il y avait une rumeur qui disait que le vaccin contre la Covid n'était pas sûr, cette rumeur pourrait convaincre quelqu'un qui l'aurait entendu d'un proche de ne pas se faire vacciner, par exemple. Que ce soit de la mésinformation, de la désinformation, une rumeur, tout cela pourrait potentiellement être néfaste pour les interventions sanitaires. Des personnes pourraient ne pas avoir confiance au programme de vaccination. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que l'hésitation face au vaccin ne concerne pas qu'un seul vaccin, mais tous les vaccins. Quand une communauté n'est pas sûre concernant le vaccin contre la Covid, par exemple, il y a beaucoup de chances qu'il soit également sceptique face à la vaccination de routine, par exemple. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le problème d'un seul programme ou d'une seule équipe, c'est le problème de tout le monde. Il faut trouver une solution globale.
il faut que nous travaillions ensemble, que nous partagions nos connaissances et que tout le monde puisse bénéficier des recherches qui sont faites sur le sujet. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Nous allons partager des connaissances que nous avons réussi à regrouper avec le programme contre la polio. Donc, avant d'aller plus loin, je voulais vous dire qu'il n'y a pas de pilule miracle. Si vous espériez qu'à la fin du webinaire, vous auriez la clé, la solution miracle pour mettre un terme à la désinformation, je suis désolée de vous décevoir, mais cela n'existe pas. Mais nous avons des solutions pratiques, nous avons des outils, des conseils et des stratégies que vous pouvez mettre en place pour limiter les dommages et les dégâts causés par la désinformation. Passons à présent à la pertinence numérique. Si vous avez travaillé au sein de communautés où la couverture Internet n'est pas bonne, où l'accès à Internet est cher, par exemple, il se peut que vous ayez reçu des questions, ou que vous posiez la question: pourquoi utiliser Internet alors que nous sommes dans des communautés qui n'y ont presque pas accès? Et ça, c'est parce que 60% de la population mondiale se trouve déjà en ligne. Et ce nombre augmente de manière très rapide. Certains pays ont même déjà atteint leur point de saturation concernant la couverture Internet. Mais la plus grosse augmentation de la présence en ligne se trouve dans les pays en développement, notamment en Afrique. Cette croissance va atteindre un nombre incroyable de communautés qui n'avaient pas Internet jusqu'à présent. Et si la première chose qu'ils voient en ligne sont des contenus concernant l'hésitation face au vaccin, ça pourrait les mener à ne pas se faire vacciner, par exemple. Voilà la courbe d'adoption des technologies. Dans le monde, quand il y a une nouvelle technologie qui est introduite, la radio, la télévision, les téléphones mobiles ou Internet, quand il y a une nouvelle technologie qui est introduite dans une communauté, les personnes qui utilisent en premier ces technologies sont ce qu'on appelle les innovateurs. Ce sont des personnes qui sont intéressées par les nouvelles technologies, par les nouvelles choses. Puis, il y a ceux qui adoptent les nouvelles choses plus rapidement que le reste de la communauté. Puis, il y a la majorité qui adopte assez rapidement également ces nouvelles technologies. Puis, il y a la majorité qui adopte cela un peu plus tard. Puis, il y a la dernière catégorie qui sont les retardataires. Mais même dans les communautés où il y a moins de 20% de couverture Internet, il faut qu'on se demande qui sont ces 20% de personnes qui ont accès à Internet. Parce que pour l'instant, ces personnes sont des personnes qui ont une influence dans leur communauté. Ils ont accès à de l'argent, à des téléphones portables, à une certaine influence et à des connaissances. Et donc maintenant, ils ont accès à des réseaux sociaux via Internet, et donc leur influence augmente au sein de la communauté. Parce que
ils sont devenus une source d'information pour le reste de la communauté. Et une fois qu'ils sont devenus la source d'information principale de leur communauté, leur influence a atteint son apogée. Passons à présent à l'accès direct contre l'accès indirect. Dans beaucoup de communautés avec lesquelles nous travaillons, nous avons vu que même si les personnes n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ils ont déjà reçu des informations qui circulent sur ces réseaux sociaux. Comment est-ce que cela a bien pu arriver? Eh bien, parce que les personnes qui fournissent l'information dans ces communautés, les leaders sociaux, des journalistes ou des personnes qui migrent de ces communautés vers des zones où il y a Internet, ces personnes reçoivent cette information, reviennent dans la communauté et partagent cette information avec le reste de la communauté. Donc nous avons des preuves que certaines communautés qui n'ont pas accès à Internet ont reçu quand même des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux. C'est également le vrai pour les journalistes qui ont besoin d'une transmission rapide des informations et de connaissances rapides. S'il y a un journal qui est très influent dans la communauté, les journalistes peuvent s'en servir pour partager des informations. Mais s'ils tombent sur des informations qui sont fausses, ils pourraient également partager cette fausse information avec la communauté, soit via le journal, soit en personne. Comme nous l'avons dit plus tôt, les personnes qui partagent ces informations ont déjà un statut important dans la communauté. Et quand eux partagent une information, leurs mots ont plus de poids et sont plus crus par la population. Et nous, en tant que professionnels de la communication, on ne peut plus se permettre d'ignorer Internet. Nous devons l'intégrer à notre cycle de communication et à nos stratégies. Maintenant, voyons la gestion de la désinformation. Et je veux insister sur le mot gestion et non pas éradication. Parce que essayer de mettre un terme à la désinformation, c'est comme essayer de remettre de la lumière sur une bougie. Vous pouvez toujours essayer, mais cela ne fonctionnera pas. L'UNICEF a produit un cadre pour gérer la désinformation. C'est le guide contre la désinformation face au vaccin qui a mis en place ce cadre. Ce guide fournit des conseils pratiques sur la gestion de la désinformation. L'équipe de l'UNICEF pour la polio a converti ce guide en outils pratiques qui peuvent être utilisés pour lutter contre la désinformation au sein des communautés. Donc voici le processus. Dans la première partie, nous avons la phase de préparation. Et on commence pour cela par construire une équipe. On a vu que les pays qui avaient une équipe dédiée à la gestion de la désinformation
avec un certain nombre de personnes dédiées à cela, ces pays parviennent mieux à gérer la désinformation. La prochaine étape est l'analyse de l'écosystème de l'information. C'est ainsi que nous explorons comment la communauté a vent de ces informations. Si nous ne savons pas comment ils reçoivent les informations, on ne peut pas leur fournir des réponses appropriées et c'est pourquoi cette partie-là est fondamentale. La deuxième phase est la phase de l'écoute. Ceux qui travaillent dans l'équipe CIFODI, c'est une procédure standard pour vous. C'est-à-dire qu'il faut inclure les communautés dans la conception des programmes et écouter ce qu'ils ont à dire pour voir quel type d'intervention ils ont besoin. La première partie de la phase de l'écoute est de créer un système d'écoute sociale. Ce système permet de voir quel type d'information atteint les communautés au moment présent. Cela peut concerner des sujets tels que les virus, les vaccins, ou un aperçu plus général qui concerne ce type de communauté. Pour les professionnels de la communication, cette partie est essentielle parce que cela nous permet de comprendre ce qui motive cette communauté. Grâce à cette connaissance, nous pouvons identifier les manques de connaissances et le manque d'informations qui peuvent mener à la désinformation. Grâce à l'écoute sociale, nous pouvons identifier des rumeurs qui circulent ou qui sont sur le point de circuler. Cette capacité à écouter la communauté a de grandes conséquences en plus de la gestion de la désinformation. Comme vous le savez, la collecte de données est quelque chose de très cher, mais l'écoute sociale en ligne, par exemple, est quelque chose de très bon marché et d'abordable. Cela nous permet d'avoir un vrai aperçu de ce qui se passe au sein des communautés, un vrai aperçu de leurs inquiétudes, ce qui nous permet de créer du contenu destiné à cette communauté et qui est adéquat. Puis, il y a la phase de compréhension. Dans cette phase, nous évaluons la désinformation qui a été identifiée. Nous créons les indicateurs que nous voulons utiliser pour surveiller les rumeurs. Nous identifions ce qui nécessite une réponse immédiate. Et je voudrais que vous vous souveniez que toutes les rumeurs n'ont pas besoin d'être gérées. Parce que à chaque fois que vous essayez d'apporter une réponse à une rumeur, vous courez le risque de la propager encore plus. Mais comment décider quelles sont les rumeurs qui nécessitent une solution? Ça, c'est ce qui est fait dans la phase de compréhension. Et nous avons une matrice d'évaluation de la désinformation, justement, pour évaluer cela. Puis, il y a la phase d'engagement. C'est là que se passent les choses intéressantes. C'est là que nous essayons de dire aux personnes que cette information est correcte, celle-ci est incorrecte. Et je pense que la plupart d'entre vous sont ici pour en apprendre davantage sur cette phase-là. Premièrement, il faut développer une banque de messages et savoir
quels sont les risques liés à la création de tel ou tel contenu. Et c'est là que vous pouvez créer votre système de surveillance et d'évaluation. Puis, vous pouvez le lier au programme d'écoute sociale afin d'améliorer cette écoute, ce qui permet par la suite d'améliorer encore plus les messages adressés à la communauté. Donc, nous avons jeté un œil à ce cadre, à ce processus. Ça a fait 1 an que nous l'avons mis en place, plus ou moins, et il y a eu des vraies réussites. Et un des premiers succès qui, selon nous, est très, très important, est la création d'équipes de gestion de la désinformation. Quand il y a une infodémie dans un pays, il faut répondre immédiatement. Et à l'époque, les gens ne savaient pas trop quoi faire. Qui va répondre à cette rumeur? Est-ce que c'est une rumeur religieuse? Du coup, est-ce que ce sont les équipes dédiées à la religion qui doivent répondre? Ça, c'est une rumeur médicale. Est-ce que ce sont plutôt des professionnels de la santé qui doivent y répondre? Mais si vous avez une équipe qui est déjà prête et qui a la responsabilité de répondre à ces rumeurs, tout le monde sait qui doit faire quoi en cas de rumeur qui se propage. Cette préparation d'équipe permettrait de stopper une rumeur avant qu'elle ne se propage dans le pays. Nous vous conseillons également de ne pas créer une nouvelle structure. Ça ne sert à rien de créer une structure parallèle à quelque chose qui existe déjà et qui fonctionne déjà dans votre pays. Parce que quand il y a des structures parallèles, ces structures ont tendance à ne pas être durables. Et idéalement, il faudrait une équipe qui travaille avec l'équipe de communication du ministère de la Santé, par exemple, et qu'au sein de cette équipe, vous puissiez intégrer tous les partenaires pertinents pour travailler sur le sujet. Les partenaires pourraient évidemment inclure l'UNICEF et l'OMS, par exemple. De nombreux pays ont invité, par exemple, les médias à faire partie de l'équipe de gestion de la désinformation. Et donc, cela permet d'avoir un panel assez large de participants et de membres de l'équipe, et donc d'avoir une réponse plus complète et plus rapide face à la désinformation. Un autre succès que nous avons eu, c'est quelque chose de très, très, très important, c'est de regrouper toutes les écoutes sociales de tous les différents médias dans le même journal. Parce qu'il y a l'écoute sociale en ligne, l'écoute sociale hors ligne, l'écoute sociale sur le terrain, qui sont dans des zones différentes, qui utilisent des médias différents, mais ces rumeurs atteignent les mêmes communautés. Donc, il faut voir ça du point de vue de la communauté. Donc, on peut regarder un district et voir quelles sont les informations qu'il recherche en ligne, hors ligne,
et sur le terrain. Et quand on regroupe l'écoute sociale par communauté, par district, cela nous permet de mieux comprendre quels sont les défis auxquels sont confrontées cette communauté en particulier. Cela nous permet de créer une réponse plus adéquate et plus solide. Le bureau de l'UNICEF en Sierra Leone a mis en place un atelier sur l'écoute sociale. Et leur équipe polio, particulièrement Manuel Sidinelli, ont travaillé à la création d'un dashboard pour regrouper tout cela, toutes ces rumeurs et toutes les écoutes sociales, presque en temps réel. Et c'est la première fois que nous avons vu cela. Quel est l'autre facteur de réussite? C'est toujours très tentant de prendre les rumeurs au fur et à mesure qu'elles apparaissent en se disant on en parlera quand ça deviendra un problème. C'est compréhensible. Vous êtes tous très occupés. Il y a beaucoup de choses dont vous devez vous occuper. Mais les pays qui évaluent les risques de toutes les rumeurs qui apparaissent sont mieux préparés pour gérer la désinformation. Quand une rumeur arrive, il faut immédiatement évaluer le risque pour essayer de déterminer si cette rumeur va mener à une hésitation ou à un refus du vaccin. En faisant cette évaluation des risques, vous pourrez avoir une idée plus complète sur quelles sont les rumeurs qui sont le plus importantes, quelles rumeurs pourraient devenir importantes et quelles sont les rumeurs qui peuvent être laissées de côté. Vous pouvez ainsi prioriser les rumeurs. Quelles sont les rumeurs auxquelles vous devez trouver une solution tout de suite, puis des rumeurs un peu moins critiques, etc. Si on se dit qu'une rumeur peut mener à un refus de vaccin, cette rumeur a un risque très élevé. Donc nous vous conseillons d'évaluer le risque de toutes les rumeurs dont vous entendez parler. Passons au facteur de réussite numéro 4. On le fait déjà, c'est-à-dire qu'il faut que les messages et les porte-paroles soient prêts à apporter une réponse face aux rumeurs. Quand une rumeur se propage, vous n'avez pas le temps de concevoir ce message à ce moment-là. Si ces choses ne sont pas prêtes au moment où la rumeur se propage, elle va se propager encore plus pendant que vous êtes en train de concevoir un message. Et donc, les dégâts seront encore plus importants. Alors que c'est quelque chose que vous pourriez faire à l'avance. C'est essentiel que les messages et les porte-paroles soient prêts déjà avec des réponses toutes faites. Puis, facteur de réussite numéro 5. Nous avons tous été formés à nous rendre compte que l'évaluation est très, très importante.
Mais c'est encore plus important pour la gestion de la désinformation. Parce que souvent, nous n'avons pas suffisamment de données à notre disposition. Vous entendez une rumeur, par exemple, qu'une communauté dit qu'ils ne vont pas se faire vacciner contre la polio parce qu'ils ont entendu que le vaccin n'était pas sûr. Et cette rumeur se propage, vous vous rendez compte que plein de communautés sont en train de dire la même chose. Je ne sais pas combien de personnes ont été touchées par cette rumeur. Je ne sais pas combien de vaccins ont été refusés pour les enfants. Je ne sais pas combien de districts ont été exposés à cette rumeur. Et si je dois à ce moment-là penser à comment gérer les risques et l'étendue, il est déjà trop tard. Parce que je ne saurais pas à qui proposer une solution et quand. Et même si j'arrive à atteindre les bonnes personnes, je ne saurais pas évaluer la portée de ma réponse. Une fois que vous avez déployé votre réponse, il est important de savoir encore combien de fois vous entendez la rumeur. Si par exemple, la dernière semaine, vous avez entendu cette rumeur tous les jours, et qu'après que vous ayez envoyé votre réponse, vous entendez moins souvent cette rumeur, cela signifie que votre intervention a peut-être fonctionné. And have your success parameters identified in Donc advance. c'est important que les paramètres soient définis à l'avance. You will find some of these indicators in the vaccine misinformation management field guide. Ces indicateurs sont présents dans le guide et évidemment dans les ateliers de gestion de la désinformation. Donc, quels sont les outils que nous utilisons pour répondre à la désinformation et aux rumeurs? Le premier s'appelle Talkwalker. Nous avons créé un dashboard. Talkwalker est un outil public. Ça fonctionne un petit peu comme Google. Vous pouvez entrer des mots-clés et Talkwalker va regarder sur Reddit, sur Twitter, sur tous les sites, va consulter tout le contenu public d'Internet et identifier les mots-clés que vous avez entrés et vous les rapporte. Vous pouvez aussi utiliser Google. Mais sur Talkwalker, vous pouvez visualiser ces données et identifier des tendances. Vous pouvez aussi filtrer vos résultats. Vous pouvez traduire le contenu que vous avez identifié. Et Talkwalker vous permet également d'aller plus en profondeur dans les résultats que vous avez obtenus. Talkwalker vous permet de voir où certains mots-clés ont été identifiés le plus souvent, qui sont les personnes qui partagent ces informations, etc. Dans l'écoute sociale, dans le programme de l'écoute sociale, nous ne voulons pas seulement vérifier la désinformation, nous voulons également savoir quelles informations circulent. Si vous cherchez simplement de la désinformation, vous allez manquer beaucoup d'informations incorrectes qui circulent dans la communauté. Donc il faut avoir une vision générale sur les contenus qui circulent. En utilisant Talkwalker, vous avez plus de chances de tomber sur les fausses informations qui circulent au sein des communautés.
Si vous êtes dans un pays qui lutte contre la polio, vous avez accès à ce dashboard grâce à l'équipe polio de l'UNICEF. Vous pouvez évidemment me contacter pour y avoir accès. The next thing that I want to suggest to all of you is to create a weekly summary. Vous pouvez également créer un résumé hebdomadaire de Talkwalker. Talkwalker identifie énormément de résultats en fonction de vos mots-clés et vous n'avez pas toujours le temps de regarder tous les résultats que Talkwalker a trouvés pour vous. Et donc, grâce à ce résumé, vous pouvez avoir une vision générale de ce que vous avez cherché. Ce rapport peut être partagé en interne ou en externe pour identifier quel est le sentiment au sein d'une communauté ou quel est le sentiment d'un média, par exemple. Et cela peut être très utile pour promouvoir et améliorer l'écoute sociale de votre pays. Puis, passons à CrowdTangle. C'est un outil de Facebook, un outil gratuit que Facebook partage avec l'UNICEF. Cet outil a été créé pour s'occuper des conversations sur Facebook. Facebook n'autorise pas des outils tels que Talkwalker d'analyser les conversations qui se passent sur Facebook. Mais les équipes du terrain nous disent que la plupart des conversations ont lieu sur Facebook. Donc, on peut analyser plus particulièrement les conversations qui se déroulent sur Facebook. L'équipe contre la polio a créé un dashboard qui est accessible à tous. C'est un lien qui peut être partagé avec tout le monde. Nous allons d'ailleurs vous le partager. Et vous allez pouvoir voir le même écran que celui qui s'affiche actuellement. Et cela peut vous fournir une indication de ce dont les communautés parlent sur Facebook. De tels dashboards existent également pour la COVID, par exemple. Si votre équipe locale C4D n'y a pas accès, vous pouvez nous contacter et nous pourrons vous donner accès à CrowdTangle. Nous vous aiderons à prendre contact avec l'équipe de Facebook. Puis, les alertes virales de CrowdTangle. CrowdTangle peut vous avertir par email dès qu'un des mots-clés que vous avez entré devient viral et ou se propage très rapidement. Quand Facebook m'envoie ces alertes, je regarde immédiatement et je peux voir de quoi parle le contenu. Parfois, le contenu n'est pas très important, parfois c'est simplement un rapport, un journaliste. Mais parfois, ce contenu concerne une hésitation face à la vaccination. Quand vous identifiez quelque chose comme ça, vous pouvez planifier une réponse adéquate. Si je n'ai pas cette alerte, je ne verrai ce risque que quand je me connecterai au dashboard de CrowdTangle. Alors que là, je peux prévoir une réponse plus rapidement. Donc, nous vous conseillons qu'une fois que vous avez accès à CrowdTangle, que vous vous inscriviez pour recevoir ces alertes, pour que vous soyez informés que dès qu'un de vos mots-clés devient viral ou se propage, vous soyez avertis. Le prochain outil est les formulaires
ODK ou Kobo. These forms are incredibly useful to Ces collect formulaires sont très utiles level rumors. pour collecter des rumeurs These forms sur le are terrain. incredibly simple. They Ils do not sont require très simples, internet connection. ils So that means ne nécessitent pas une connexion à Internet, c'est-à-dire que les travailleurs du terrain into the field, peuvent data onto the forms collecter des données where they have internet sur le terrain, to a server. les mettre dans le formulaire et les télécharger une fois qu'ils sont de nouveau dans une zone où il y a un accès Internet. Fill blank form. When they send the form, it bypasses all the challenges that paper-based forms have and is readily available on a central repository. Il y a un dépôt central qui regroupe tous les formulaires. Cela signifie que les professionnels de la communauté peuvent voir immédiatement ce qui se passe au sein d'une communauté. Comparé à l'écoute sociale en ligne et hors ligne, ils ont une vue plus générale et plus complète de ce qui se passe au sein des communautés. C'est un outil très utile et qui peut être utilisé pour développer un système d'écoute sociale. L'OMS et l'UNICEF discutent déjà et sont déjà en partenariat avec ODK et Kobo. Et donc, nous pouvons vous mettre en relation avec leurs équipes pour que vous puissiez utiliser cet outil. So now we've looked at the theory around misinformation management. We looked at some of the Donc, nous avons feedback and success parlé du factors cadre, des facteurs de réussite et nous avons également parlé de certains outils que nous pouvons utiliser. how to engage. Passons à présent à l'engagement. Comment répondre à une rumeur? The one thing that I want all of us to know is Il y a une chose très importante. when you go out and Les preuves, les faits you are wrong, I am right, ont montré que si vous allez voir quelqu'un en disant vous avez tort et j'ai raison, cela ne fonctionne pas, cela n'empêche pas les gens de partager des rumeurs. a specific style of messaging that works. Il y a un style de message Fact, myth, fallacy, fact. qui fonctionne, c'est une structure fait, mythe, erreur, fait, Fancy misinformation management field guide. qui est repris dans le guide de gestion de la désinformation. No work. Donc, quelles sont les stratégies qui ont fait leurs preuves? The first one in the prevent side of things is Dans la phase de prévention, invest in media nous literacy. devons investir dans la littérature médiatique, dans l'éducation aux médias. When users on social media report a rumor, local media also tends to repeat that misinformation. Quand une information circule sur des réseaux sociaux, les médias sociaux ont tendance à la propager. Result in truth being shared. Et So ces informations ne sont pas toujours correctes. we do with our communication programs that we Donc, c'est ce qu'on engage fait with the media. avec nos programmes de communication. Even more important that the media knows that if Mais they ever have unsubstantiated information that they want to run, nous devons nous assurer source in us to reach out and verify this. que les médias ont une responsabilité. Il faut que les médias soient conscients de leur responsabilité de vérifier l'information avant de la propager. Substantial bodies of work on how journalists can identify and report Il faut que les journalistes soient formés sur comment identifier une vraie information et comment la propager. Second is that all of us must support our fact-checking Nous devons également soutenir les organisations de vérification des faits parce qu'elles ont un rôle à jouer dans la gestion de la désinformation. A lot of times when you don't have the resources to respond to rumors, Quand vous n'avez pas forcément les ressources pour répondre aux rumeurs, to refute it. For example, if you're working at the government,
Si vous travaillez pour le gouvernement et que la source gouvernementale propage une fausse rumeur, votre parole peut être mise en cause. Et la crédibilité de ces organisations de vérification des faits peut aider à gérer la désinformation. Nous devons également effectuer des exercices d'anticipation au risque. Pour ceux qui ont travaillé dans des programmes de vaccination, vous savez que les rumeurs qui sont identifiées sont souvent les mêmes. Par exemple, je travaille sur le thème de la polio depuis longtemps et je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs que nous identifions pour la Covid sont exactement les mêmes rumeurs que nous avons identifiées pour la polio il y a 10 ans. Les personnes qui partagent la désinformation ne savent pas que ces rumeurs ne sont pas nouvelles. Mais nous le savons. Et cela nous montre qu'il y a un cycle de la désinformation et que ce cycle a tendance à rester le même. Et ainsi, on peut développer des messages, des stratégies et des contenus adéquats pour que, une fois que cette rumeur arrive, nous soyons prêts à y répondre. Cela peut être fait, par exemple, sur un simple fichier Excel. Voilà les rumeurs potentielles, et voici les messages qui peuvent être utilisés pour y répondre. De tels produits sont disponibles au sein des équipes de la polio. Now, let's look at what happens in a crisis situation and what can we do that Que peut-on faire face à une crise? The first and foremost suggestion is that we must remain accessible and visible. On doit rester visible et accessible au public. Ce n'est rien de nouveau. Strategies and crisis communications trainings. This is one of the core components there. C'est l'un des composants clés des formations à la communication. Il faut que nous soyons accessibles aux médias et au public pour qu'on puisse ainsi leur fournir des vraies informations quand ils en recherchent. Et si nous pensons qu'une information est fausse, nous pouvons la corriger. Si nous restons silencieux, cela signifie que nous laissons la rumeur se propager. Il faut ensuite cibler la réponse à l'endroit où la rumeur circule. Par exemple, si la rumeur circule dans une petite communauté rurale, ça ne sert à rien, par exemple, de créer du contenu et de le diffuser à la télévision nationale. C'est assez évident, mais comme la rumeur a tendance à se propager rapidement, il faut réduire l'étendue de l'intervention le plus possible, essayer de cibler le plus possible les communautés qui sont visées. Il faut donc savoir où une rumeur circule pour savoir où
apporter une réponse, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on essaye de nier une rumeur ou de réfuter une rumeur, on court le risque qu'elle se propage encore plus. When we are responding to a rumor or sharing facts, we must encourage the audience to reshare Nous devons our aussi content encourager notre public à partager les contenus que nous postons. Et nous devons encourager le public à fournir eux-mêmes du contenu qui soutient notre vision des choses. and rumors on social media have a specific tone about them. Les- Have that Ce power qui se passe sur les réseaux sociaux est assez particulier. nice, effective, Souvent, les informations qui circulent sont efficaces, social media. mais les contenus qui circulent sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément toujours adaptés aux réseaux sociaux. Il faut adopter un ton assez familier et proche des gens. Donc, quand vous identifiez un programme qui soutient notre vision des choses, partagez-le, parce que cela pousse d'autres personnes à créer du contenu adapté et qui soutient notre vision. Cela pourrait également inspirer d'autres personnes à créer ce genre de contenu. Donc même en situation de crise, si vous pouvez encourager les gens à créer du contenu qui soutient notre vision des choses, faites-le. Puis il y a les messages. La première chose qu'il faut faire, c'est de faire s'élever les voix qui sont crédibles. Si dans un coin de votre ville, vous commencez à crier le vaccin contre la Covid est sûr, le vaccin contre la Covid est sûr, personne ne va vous croire. Mais si c'est un leader religieux local, par exemple, ou un leader politique local qui partage cette information, il y aurait des centaines de personnes qui écouteraient exactement la même chose que ce que je viens de dire, mais ces personnes sont plus crédibles au sein de ces communautés. Donc, quand vous avez un message à faire passer, un contenu à faire passer, essayez d'engager des voix crédibles et des personnes qui sont influentes, des personnes qui ont une certaine visibilité nationale, voire internationale. Chaque communauté a son propre, a ses propres motivations et nous devons trouver les voies qui les touchent et les atteignent. Nous devons également être totalement transparents. Nous n'avons pas toujours les informations à notre disposition. Et c'est OK de dire que nous ne savons pas, mais que nous allons chercher. Et mais voici ce que nous savons pour le moment. Parce que si on n'est pas totalement transparent et qu'on dit quelque chose qui, plus tard, s'avère être incorrect, non seulement on perd notre crédibilité, mais on cause des dégâts également à la confiance des communautés en les services de santé. Donc il faut être parfaitement transparent. Si on n'a pas toutes les réponses, on peut le dire en disant qu'on va regarder de plus près pour essayer de trouver la réponse. Il ne faut pas non plus diffamer ou cibler les communautés qui partagent de la désinformation. Il ne faut pas les stigmatiser parce qu'ils deviennent ensuite une cible et aussi ils se mettent sur la défensive et cela peut renforcer leurs fausses croyances. Si une communauté religieuse refuse le vaccin pour des raisons religieuses,
essayez de ne pas de les identifier dans vos messages. Ça ne sert à rien de dire que cette communauté refuse de vacciner ses enfants. Parce que quand cela va apparaître à la télévision nationale, cela va les mettre en avant, les cibler, ils vont se sentir stigmatisés et cela aura l'effet totalement inverse de ce que nous essayons d'atteindre. Donc, essayez de ne diffamer personne. Parce que souvent, les personnes qui partagent ces informations ne savent pas qu'ils ne rendent pas service à leur communauté. Ça ne sert à rien de les diffamer et de les mettre encore plus en avant. Quand il y a une rumeur et que vous y répondez, essayez de rester le plus simple possible. Souvent, les rumeurs que vous entendez sont très simples. C'est 10 à 15 mots, c'est une petite phrase. Par exemple, le vaccin contre la Covid n'est pas sûr. Le vaccin contre la polio cause de la stérilité. Et si la réponse à cette rumeur fait 500 mots, personne ne va la lire, par exemple. Ça ne sert à rien de tout concentrer dans un message, la logique, le comportement adopté. Vous allez perdre les gens si vous faites ça. En répondant à une rumeur, il faut faire simple et rester très clair. Le but n'est pas de générer des comportements sains, mais de réduire l'incidence d'une rumeur. Et je vais me répéter parce que c'est très important. Le but de la gestion de la désinformation n'est pas de promouvoir des comportements sains, mais de réduire l'incidence et la portée de la désinformation. Donc, faites au plus simple. Deuxièmement, parfois, il y a des preuves que si vous reflétez le style de la désinformation, si vous utilisez la même terminologie, le même ton, les communautés ont tendance à retenir ce message. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire dans le sensationnel, mais on peut utiliser des mots similaires et des tournures de phrases similaires. Parce que nous savons que quand ce style a été utilisé pour une désinformation, cela a fonctionné. Donc, on peut se douter que si on partage une vraie information dans le même style, cela peut fonctionner aussi. Il faut également demander à tout le monde de repartager le bon contenu. Parfois, on pense qu'on va simplement poster quelque chose sur les médias sociaux et que ça va faire le travail. Mais ce n'est pas comme ça que cela fonctionne. Ce n'est pas le boulot d'une seule personne. Surtout en ligne, les informations circulent parce que des milliers de personnes les partagent. Nous devons demander aux communautés de partager ces informations. Il faut être très clair. On peut mettre merci de partager, merci de poster ce message pour protéger vos amis et votre famille. 95% des gens ne le feront pas, mais 5% vont le faire. Et du coup, c'est 5% de personnes en plus qui recevront le bon message. Donc, il faut demander à tout le monde de repartager ces contenus. Toutes les personnes avec qui vous travaillez, vos amis, demandez à tout le monde de repartager cela. Et le dernier point, c'est assez évident, mais ce n'est pas toujours fait. Il faut
créer du contenu spécifique à chaque plateforme. Par exemple, pour Facebook, il faut une image et une légende. L'image, par exemple, n'est pas suffisante. Pour Instagram, il faut que l'image, par exemple, soit plus visible et la légende plus courte. Si votre message est suffisamment simple, vous aurez de la place pour le mettre sur Instagram. Pour Twitter, par exemple, il faut que votre message soit au format texte. Et également sur YouTube, évidemment, il faut faire des vidéos. Il y a beaucoup de preuves qui montrent que plus votre contenu sera adapté à la plateforme, plus il atteindra les personnes visibles. Mais si vous utilisez le même style et que vous le copiez-collez partout, cela ne fonctionnera pas. On peut faire beaucoup mieux que ça. Concernant le soutien, nous avons la DCEU, qui est un partenariat avec PGP. Et la DCEU fournit aux pays qui luttent contre la polio des outils d'écoute sociale. Et fournissent également des messages pour lutter contre la désinformation, des pubs ciblées en fonction des zones et de la mobilisation sociale en ligne. La DCU travaille actuellement avec 5 pays qui luttent actuellement contre la polio. Mais d'ici l'année prochaine, tous les pays qui luttent contre la polio pourront travailler avec la DCEU. Des activités, des stratégies pourront vous être fournies pour lutter contre la désinformation. Dans le même flux, il y a YouInfluence. C'est quelque chose sur lequel nous travaillons avec la DCEU. Et c'est un réseau mondial d'influenceurs sur les médias sociaux qui promeut la santé des enfants. Et plus de 99% des personnes qui vont s'engager à nos côtés sont des volontaires. Le but est de créer un réseau de soutien, d'avoir ces influenceurs à disposition pour qu'ils puissent partager les bons contenus avec les communautés. Il y a aussi la Vaccination Demand Observatory, qui est un projet de l'UNICEF, de PGP et de Yale Institute for Global Health. C'est un observatoire qui travaille beaucoup autour de la Covid. Et vous pouvez évidemment les contacter si vous avez besoin de soutien dans ce domaine. Si vous êtes en Afrique, il y a également l'Africa Infodemic Response Alliance. Son réseau est to jointly respond to misinformation. Nombreux partenaires tels que l'UNICEF ou Africa CDC par exemple. Viral Facts Africa produit des contenus pour apporter une réponse à la désinformation et aux rumeurs concernant les vaccins. Avant d'en finir avec ma présentation, je voudrais vous encourager avec un seul mot, préparation. Ce qui est important, ce n'est pas si, mais quand la désinformation arrivera.
Si la désinformation ne concerne pas la vaccination systématique, ça va concerner un autre programme. Si ça ne concerne pas la polio, ça concernera la COVID-19. Et donc, il y aura des rumeurs, il y aura des informations qui deviendront de la désinformation. Mais si vous êtes prêt, vous pourrez y apporter une réponse. Mais si vous n'y êtes pas préparé, alors la rumeur se propagera. Puis, il y a une phrase que j'aimerais vous partager. Vous pouvez éteindre un feu, mais vous ne pouvez pas ramener la fumée. La fumée va se propager, va faire tousser tout le monde. C'est exactement la même chose avec la désinformation. Vous pouvez la stopper, mais si vous ne le faites pas suffisamment tôt, les dégâts seront considérables. Donc, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous préparer. Merci beaucoup. Nous allons à présent passer à la session de questions-réponses. Nous n'avons pas énormément de temps, mais si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez évidemment me joindre via email qui se trouve au bas de votre écran. Vous pouvez aussi également contacter Audrey qui a organisé ce webinaire. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais à présent répondre à certaines questions. Merci, je vois que Nikita a une question à poser. Je vois qu'il y a une question dans la boîte de questions-réponses de Roé, qui est un consultant C4D, qui dit que quand on parle d'une rumeur, on a un plus grand risque de propager cette rumeur. Et je pense que c'est le pouvoir justement d'une rumeur. Comment est-ce que les consultants C4D peuvent éviter ce phénomène? Vous ne pouvez pas l'éviter totalement. Si vous dites à quelqu'un « ne pensez pas à un éléphant rouge », une fois, la première chose à laquelle ils vont penser, c'est un éléphant rouge. Et donc, les rumeurs fonctionnent un petit peu pareil. Mais il faut pouvoir référer à cet éléphant rouge, par exemple, sans forcément dire le terme. Mais il y a une réponse, d'abord par un fait, ensuite par la rumeur, mais qu'il faut absolument atténuer. Ensuite, il faut dire pourquoi cette rumeur est fausse. Et ensuite, vous répétez le fait. Donc, je vais me répéter. D'abord, vous donnez le fait, la vraie information. Puis vous mentionnez la rumeur, mais de manière atténuée. Puis vous dites pourquoi cette rumeur est fausse. Et ensuite, vous redonnez le fait et l'information correcte. Ce type de message a fait ses preuves. Il semblerait que cela permet de changer l'opinion des gens. Et cela fonctionne mieux que si vous dites à la personne « vous avez tort et c'est moi qui ai raison ». Si je devais créer un message concernant la rumeur de l'éléphant rouge, je pourrais dire « les éléphants sont des créatures formidables ». Il y a une fausse rumeur qui dit qu'il y a des éléphants d'une autre couleur. Cette rumeur n'est pas vraie parce que les scientifiques et le gouvernement ont vérifié l'information et que les éléphants ne sont que gris et les éléphants sont des créatures formidables. Donc, vous avez vu ce que j'ai fait. La rumeur, je l'ai un petit peu atténuée. Je n'ai pas utilisé le mot rouge. J'ai simplement mentionné
qu'une rumeur circulait sur une autre couleur des éléphants. Et c'est cette structure qu'il faut utiliser, notamment dans les rumeurs concernant les vaccins. Il y a également un message dans le chat. Nelly's question. Unfortunately, I don't speak French. So, Audrey, if I can please request your support. Sorry, Audrey, I can't hear you. Can I request just a second, Murray? I'm just going to change to English. Okay, hi, I can hear you now. Murray. Absolutely, yes. So ODK is a tool. It can be used for Donc oui, Nelly, l'ODK est un outil. Vous pouvez l'utiliser pour la collecte de données, pour la mobilisation sociale, pour le monitoring, pour la surveillance. Vous pouvez l'utiliser pour tout. Vous pouvez l'utiliser pour absolument tout ce que vous voulez. Des personnes l'utilisent pour collecter les rumeurs, notamment dans certains pays. Et il peut être également utilisé pour la supervision du PEV. Merci pour votre question. Are there any other questions or comments, guys? Y a-t-il d'autres questions? Non, parfait. Merci beaucoup pour votre attention. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Comme je l'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de ces ressources qui sont disponibles et nous serions évidemment ravis de les partager avec vous. Nous allons vous envoyer un lien après le webinaire pour que vous puissiez le réécouter si vous en avez besoin. Merci énormément pour votre participation. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de où vous vous trouvez. Merci beaucoup.